02. Ouais, ça y est. Bonjour à tous. Bon, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me le dire par message, hein, puisque moi, en fait, je ne vous entends pas. Par contre, je lis vos messages. Donc, si vous m'entendez, vous pouvez me dire coucou, je t'entends, ou voilà. Ça marche, me dit Jennifer. Par contre, je ne vois pas qui. Bonjour Karine Mauduit. Ça marche. Voilà, on va laisser encore quelques minutes, peut-être, enfin minutes, peut-être pas, mais quelques secondes, quelques dizaines de secondes, on va dire, pour laisser un petit peu tout le monde entrer dans cette Facebook Live. C'est toujours un petit peu difficile au départ parce que, bon, voilà, tout le monde n'arrive pas forcément en même temps à 18h pile. Claudine, bonjour. Gérard et Nicole Binet, bonjour. Gérard, j'espère que ça va mieux la santé. Madame Fresson, bonjour madame. Bon, voilà, ça commence à rentrer là beaucoup. Donc je pense que vous voyez, de toute manière, normalement, par rapport à une question qui m'a été posée, logiquement, vous devez voir passer les questions qui me sont posées. Donc je rappelle un petit peu le principe. Bon, on l'a testé la semaine dernière. Ça a très bien fonctionné. En fait, donc, vous devez, pour ceux qui ont évidemment les équipements nécessaires, vous devez me voir. Moi, je ne vous vois pas, mais par contre, je vois défiler vos questions sur l'écran. C'est sur ma gauche, pour ça que j'ai toujours un peu le regard tourné sur la gauche. Et donc, je réponds en direct à vos questions. Voilà. Donc, alors, j'ajoute que normalement, ça a été le cas la semaine dernière, normalement, donc, notre conversation est enregistrée, qui fait que au terme de cette réunion, vous avez l'équivalent d'une vidéo, si vous voulez, qui est enregistrée sur Facebook et que vous pouvez donc revoir et même faire partager aux gens qui sont intéressés, qui n'étaient pas là avec nous ce soir. Voilà. Donc, j'attends bien sûr vos premières questions. N'hésitez pas, vous savez que vous devez me les taper. Alors, Madame Fresson me dit qu'elle ne voit aucune question, mais c'est normal. Pour l'instant, moi non plus. J'ai pas de questions de poser. Donc, j'attends d'avoir les premières questions. On pourra également, oui, je précise, on pourra également retrouver la vidéo sur YouTube. Alors, la première question, c'est bonsoir, comment allez-vous? Bah, disons que ça va, hein, je vous rassure. Au niveau santé, j'ai pas de problème. Autour de moi, a priori, pas de problème particulier. On fait attention, évidemment, à bien respecter toutes les préconisations liées à cette crise sanitaire. Euh, je le renouvelle parce que c'est vrai que là on a entendu parler un peu de relâchement, mais c'est vrai que bon, quand on voit un petit peu l'effort surhumain et l'investissement qui est celui des personnels de santé, on se dit que surtout dans le contexte qui est le leur, hein, de lutte qui mène depuis des années pour avoir les moyens pour travailler. Et dans ce contexte-là, j'imagine les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc c'est vrai que bien respecter les consignes, c'est très important. Et en tout cas, moi, je me tiens à ça. Au niveau d'ailleurs de notre groupe d'élus, on s'y tient totalement, ce qui fait que on ne se réunit pas, évidemment, hein, mais par contre, on arrive à tenir des réunions via Internet.
Et notamment, on utilise Zoom. On a une réunion tous les mardis soirs de l'ensemble des élus. Puisque, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et je le redis, on est tous au travail, chacun dans nos domaines, avec une feuille de route. Je peux vous dire que même parallèlement, on a commencé un travail de coaching de l'ensemble des futurs adjoints, qui est mené par Philippe Braud. Et on est en train de faire actuellement des entretiens individuels à distance par téléphone. Les 2 premiers ont été réalisés cette semaine pour déterminer les attentes de chacun, les besoins, notamment en matière de formation. Enfin, on est en train de travailler sur tout ça, et puis chacun a sa petite feuille de route en matière d'activités à développer, de contacts à prendre. Ce qui a amené, je vous donne tout de suite cette information, ce qui a amené une réaction cette semaine de Monsieur Françoise en direction de la personne qui sera la première adjointe, enfin ma première adjointe au conseil lorsque le conseil sera installé, puisque pour travailler dans son domaine, elle a pris des contacts avec le directeur général des services de manière à faire un certain nombre de demandes, ce qui a amené immédiatement une réaction de Daniel Françoise, qui lui a fait un courrier pour lui interdire de prendre contact avec le DGS et avec l'ensemble des chefs de service. Donc pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit qui préside. Alors, vous me posez la question, Karine Mauduit, avez-vous participé au conseil spécial crise de cette semaine? Donc, bien non. La situation vis-à-vis de nos rapports avec Daniel Françoise n'a pas évolué, elle est toujours aussi complexe. Je n'ai pas été invité au conseil de crise. Monsieur Françoise se contente de nous adresser un mail tous les vendredis pour nous faire part de ce qu'il a fait dans la semaine. Donc évidemment, on n'est pas associé du tout aux décisions. Et puis donc, pour aller plus loin, il cherche à nous empêcher de travailler, puisqu'encore une fois, il m'interdit d'avoir un bureau à la mairie. Moi, je voudrais pouvoir rentrer dans les dossiers sans déranger personne, mais bon, je ne peux pas avoir de bureau. Il refuse donc toujours que j'aille à la cellule de crise. Il a fait ce courrier à la personne donc, qui doit assumer le rôle de première adjointe. Voilà. Alors, moi, je constate, si vous voulez, ces difficultés. Néanmoins, on continue à travailler. Je lui ai fait un nouveau courrier, là, le 3 avril, donc il y a 3 jours, pour attirer son attention, d'abord pour renouveler ma demande de participer à cette cellule de crise. Parallèlement, pour attirer son attention sur 2 aspects. Un problème qui se pose concernant le suivi des élèves du primaire qui n'ont pas de matériel Internet. Les enseignants se sont proposés, d'ailleurs ont fait, chaque semaine pendant qu'ils assurent la permanence, vous savez, des enfants, des aides-soignants. Donc ces enseignants font des pochettes à destination des élèves qui n'ont pas d'équipement informatique et donc qu'ils ne peuvent pas contacter pour les faire travailler, si vous voulez. Donc ces pochettes sont des pochettes qui sont faites pour un travail hebdomadaire et un problème est posé, c'est celui de la remise des pochettes aux élèves, puisque ni les enseignants n'ont le droit d'aller chez les parents pour aller déposer les pochettes, mais à l'inverse, les parents n'ont pas de motif légal pour aller à l'école chercher les pochettes. Donc les enseignants ont proposé que la police municipale soit mobilisée pour déposer ces pochettes en fin de semaine, donc dans les habitations des jeunes en question. Et la mairie a refusé, par l'intermédiaire de Madame Zanella, qui a apporté la réponse
à la directrice de l'école. Ça concerne 10 pochettes, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est un refus de la mairie, ce qui fait que les enseignants sont bien embêtés parce que ces gamins-là, si vous voulez, sont coupés des autres, sont coupés de l'école. Et donc, alors je sais qu'ils ont pris sur eux, je ne devrais pas le dire, mais ça c'est la motivation, hein, leur motivation d'aller les déposer eux-mêmes, mais ça ne peut pas continuer. Donc j'ai demandé à Daniel Françoise de revenir sur cette décision de refus et donc d'accepter que la police municipale aille le vendredi à Joliot-Curie récupérer les pochettes pour les déposer chez les gamins en question. Et puis l'autre problème sur lequel je suis intervenu, c'est la question des personnes seules. Vous avez vu que ce qui se fait à Colombelle est tout à fait intéressant en matière d'accompagnement. Dès le départ, moi j'avais demandé qu'on mette en place une organisation à Blainville, y compris là en mobilisant aussi la police municipale pour, s'appuyant notamment sur le plan canicule, aller visiter les personnes qui sont seules et qui sont âgées pour s'assurer qu'elles n'ont besoin de rien ou si elles ont besoin de quelque chose, pouvoir répondre à leurs attentes. Alors, je me félicite, si vous voulez, d'apprendre, parce que Daniel Françoise nous a indiqué qu'il y a une opération de phoning qui a été mise en place depuis la semaine dernière en direction de ces personnes. Cette opération de phoning, elle est organisée par Daniel Françoise lui-même et ses adjoints, d'après ce que j'ai lu dans le compte-rendu qu'il m'a envoyé. Et effectivement, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont appelé pour me dire leur étonnement d'avoir été appelé par Daniel Françoise, notamment, si vous voulez. Donc je leur ai dit que ça allait dans le sens de ce qu'on avait préconisé. Par contre, nous, on n'avait pas demandé que ça soit le maire ou ses adjoints, on avait préconisé que ça soit fait par le CCAS, voire par Emmanuel Chevrier, qui est en charge du suivi et de l'accompagnement des personnes âgées, voire donc la police municipale. J'ai une inquiétude quand même autour de ce qui se passe parce que j'ai des retours qui me laissent penser que dans le cadre de ces opérations de phoning, M. Françoise ne se contente pas de demander aux personnes en question si elles ont besoin de quelque chose. Je sais qu'il interroge aussi, en tout cas il a interrogé certaines personnes pour savoir si elles avaient voté. Alors là, je peux vous dire que ça m'énerve, hein, sérieusement. Et je m'inquiète de ce qui se passe derrière ces entretiens téléphoniques. Je sais que Madame Fresson, vous êtes dans cette, enfin, vous participez à cette Facebook Live. Je n'ai aucun problème pour que vous en parliez publiquement. Je m'interroge très sérieusement sur ce qui est fait par Daniel Françoise de ces opérations de phoning. Et j'ai bien l'intention de m'informer plus avant de ce qui s'y fait. C'est pour ça que je lance un appel tout de suite à tous ceux qui m'entendent là, mais pour aussi qui relaient cet appel, pour savoir s'il y a des personnes qui ont été appelées par Daniel Françoise ou d'autres personnes qui se sont vues poser des questions autour du vote du 15 mars. Si tel est le cas, j'invite ces personnes à me contacter rapidement. Parce que c'est tout à fait inadmissible. Et je rappelle que au moment où je vous parle, il y a un recours qui est engagé pour faire annuler le vote. Et donc je ne voudrais pas, si vous voulez, que ces opérations de phoning soient utilisées pour construire un dossier en vue d'essayer de produire des éléments qui conduiraient à orienter le tribunal vers une annulation du vote. Donc, alors, pour l'instant, je suis attentif, je prends des précautions, mais j'ai des retours qui me permettent de dire que certaines personnes ont été interrogées sur la question du vote. Donc, ça, c'est pas possible que ça continue. Il va falloir qu'on regarde de près ce qui se passe là. Alors, j'ai Lucie Hibert qui me pose la question. Ça a peut-être été déjà dit, mais quand prenez-vous vos fonctions?
Les fonctions, bah, pour le moment, je dirais que ça évolue de semaine en semaine en lien avec l'évolution des périodes de confinement, hein, puisque voilà. Donc, dans un premier temps, on avait un texte de loi qui indiquait que un conseil scientifique serait consulté le 10 mai et qu'en fonction de son positionnement, le conseil municipal serait installé dans la semaine qui suit. Donc on disait aux alentours 17-18 mai, quoi. Euh, Là maintenant, on parle plutôt du 20 mai pour l'avis du conseil scientifique. Bon, le texte de loi dont je vous parle est toujours existant, donc bon, c'est un peu nébuleux, hein, comme pas mal de choses d'ailleurs. Le gouvernement est très critiqué aujourd'hui par rapport à la manière dont il gère la crise et je crois qu'on peut dire qu'effectivement il est critiquable dans beaucoup de domaines. Pour ce qui concerne notre responsabilité, bon, aujourd'hui on ne sait pas quand est-ce que le conseil municipal sera installé. Il y a quand même une information importante qui est tombée. J'ai vu ça moi dans le bulletin officiel avant-hier. C'est que la commission, au niveau du Sénat, une commission du Sénat est intervenue pour dire qu'il fallait accélérer la mise en place des conseils municipaux parce qu'un problème allait se poser rapidement concernant les entreprises de travaux publics. Vous savez que les entreprises de travaux publics qui font les routes, etc., travaillent pour l'essentiel avec les collectivités territoriales, dont les communes. Et le fait, effectivement, si vous voulez, qu'on soit un peu dans cette situation de paralysie, fait qu'il y a un vrai risque de voir les entreprises de travaux publics bloquées par rapport à leur carnet de commandes, enfin, etc. Donc la commission du Sénat met en avant la possibilité d'organiser l'installation des conseils, donc le vote, si vous voulez, du maire, des adjoints et l'installation du conseil. Pourquoi pas par des moyens modernes, comme ceux qu'on utilise aujourd'hui. Euh, Pourquoi pas dans le cadre de vote électronique, par exemple. C'est vrai on pourrait effectivement si l'État le demandait, élire le conseil municipal, les adjoints, etc., par vote électronique, tout simplement. Voilà, il y a des moyens comme ça, d'autres moyens qui sont mis en avant, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent pour dire on ne peut pas attendre le mois de juin pour installer les conseils municipaux. Ceci étant dit, au jour d'aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Une question qui me revient là, est-ce que le maire vous contacte et écoute vos propositions? Bon, on ne peut pas dire qu'il soit fermé à tout quand même, parce que, par exemple, je suis intervenu concernant la déambulation. Vous savez, le spectacle de déambulation qui était prévu le 4 avril, puis reculé au 14 juillet. On avait attiré l'attention pour que ça soit plutôt le 13 juillet, puisque c'est un spectacle qui est intéressant dès lors qu'il a lieu plutôt en nocturne, si vous voulez. Et Daniel Françoise nous a fait savoir cette semaine, là, dans le compte-rendu, qu'il avait pris en compte notre demande et donc qu'il a fait modifier le contrat pour que la déambulation ait lieu le 13 juillet. Vous voyez, le fait qu'on travaille, bon, ça paye quand même, et donc ces choses-là sont prises en compte. Par contre, là où je suis un petit peu, là aussi, agacé, c'est qu'on a vu cette semaine que Daniel Françoise avait pris la décision, c'est dans le compte-rendu qu'il nous a fait parvenir, de signer un bon de commande pour changer le serveur informatique de la mairie. C'est une opération quand même qui coûte un peu plus de 24 000 euros, hein, je le signale. Quand j'ai vu ça, je me suis intéressé auprès de Mahama Kampaoré, qui lui, je rappelle, est toujours conseiller en exercice, puisqu'il était dans le conseil municipal sortant, donc même s'il était dans le groupe de la minorité, il est toujours conseiller en exercice, pour lui demander s'il avait des informations à me donner sur cette opération-là. Ça vient d'où? Ça a été réfléchi comment? Quels impacts de changement du serveur informatique? Parce que vous savez, le serveur informatique, je connais un peu la question. C'est pas neutre hein, de changer le serveur, ça peut avoir des incidences sur l'ensemble des équipements et sur l'accomplissement des services, si vous voulez, au niveau de la commune.
Bon, Mahama, après avoir regardé, m'a indiqué qu'il n'avait pas d'informations là-dessus, qu'il découvrait cette opération. Et donc, je sais qu'il a fait un mail à Daniel Françoise pour lui demander des explications sur cette opération. J'attends des informations. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'une opération quand même de 25 000 euros, qui est soi-disant prévue dans le cadre du budget 2020, qui a été voté juste avant l'élection, là, bah, ça veut dire qu'il exécute le budget alors qu'il a été battu aux élections sans s'intéresser de la position des nouveaux élus, ceux qui sont majoritaires à Blainville aujourd'hui. Moi, je trouve ça, encore une fois, pas républicain et pas respectueux du suffrage et du vote des Blainvillais. Donc, on essaiera d'en savoir plus. Véro Toto me pose la question concernant le développement des clubs sportifs, un nouvel essor. Quelles sont les dispositions que tu souhaites mettre en avant en dehors des équipements, subventions, encadrement, innovation? Euh, Répondre à cette question en l'état, c'est telle qu'elle est posée. En tout cas, c'est un peu compliqué parce que je crois qu'on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Déjà, on sait que l'USMB aujourd'hui, avec toutes les sections sportives qui existent, connaît quand même un certain nombre de difficultés. Manque d'équipement, difficultés dans l'organisation des activités, etc. Difficultés d'organisation de la direction de l'USMB, de ses sections, enfin, etc. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on est plutôt en train de faire un état des lieux des problèmes qui se posent à l'USMB. J'ai demandé très clairement à Marie Réfuveil de prendre les contacts nécessaires dans ce domaine, sans attendre, hein, pour commencer à travailler sur le sujet. Je sais qu'elle a commencé à le faire. Mais dire aujourd'hui ce qu'on souhaite mettre en avant en dehors des équipements, bon, on a dit dans le cadre du programme que enfin des projets d'action qu'on a mis en œuvre, qu'on a besoin d'équipements en matière des jeunes. On sait qu'il y a des besoins d'équipements sportifs qui sont mis en avant. Je parle de terrain de tennis, enfin, etc. Mais encore une fois, l'ensemble de ces attentes, c'est pas Lionel Marie qui va souhaiter mettre en avant tel ou tel équipement, c'est bien les sportifs eux-mêmes qui vont devoir, avec l'équipe municipale en place, définir quels sont les besoins, quelles sont les attentes et comment on va fixer les priorités en termes de réponse aux attentes. Et je rappelle qu'on a prévu, alors ça va prendre un peu de retard avec la période qu'on vit, mais qu'on a prévu de tenir une journée d'assises pour le monde associatif qui permettent justement de se pencher tous ensemble sur ces besoins en termes d'équipement et le monde sportif faisant partie du monde associatif étant complètement concerné par la question. Voilà. Donc c'est avec les sportifs qu'on décidera tout ça. Que font concrètement les membres élus de votre liste à titre individuel et collectif dans la gestion de la crise? Bien, disons que on avait déjà, alors juste avant, si vous voulez, la période de confinement, tenu une réunion avec l'ensemble des élus de la liste pour déjà tracer je dirais la feuille de route, hein, les travaux qu'ils ont et les objectifs qu'ils auront à atteindre dans leur domaine respectif. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, vis-à-vis de ça, ils sont en train de travailler individuellement sur ces aspects-là. Donc je l'ai dit, prendre des contacts, travailler les dossiers. Je sais par exemple que nos adjoints qui vont travailler sur les questions de circulation routière, par exemple, ont déjà investi les dossiers. Je sais que la question de terre d'avenir est un dossier qui est déjà aussi sur lequel ils sont en train de travailler. Enfin, dans beaucoup de domaines, je sais par exemple que sur la question des activités sociales, de la politique sociale,
des contacts sont pris pour essayer de voir comment on va se faire aider pour réaliser cette fameuse analyse des besoins sociaux à Blainville. Enfin, dans tous les domaines, si vous voulez, ceux qui sont appelés à être adjoints sont en train de travailler, évidemment en lien avec moi, mais pour investir tous ces dossiers-là. Et puis parallèlement, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne le redéveloppe pas, mais parallèlement, ils font l'objet d'un coaching très concret de suivi pour qu'on puisse leur apporter tous les moyens en termes notamment de formation euh, pour, pour aller de l'avant et pour qu'on puisse répondre à leurs attentes. Donc il y a une double opération avec eux, mais tout le monde est au boulot dans ce domaine. Alors, Madame Bourris me pose la question où en est le recours de Monsieur Françoise, le mauvais perdant, oui, il faut bien l'appeler comme ça, je suis d'accord, qu'il ne se plaigne pas, il a du rab hallucinant. Sur le recours, donc on a reçu cette semaine, alors moi je ne l'ai pas encore, hein, parce qu'avec, il y a quand même des problèmes au niveau de la poste, avec les difficultés, donc bon, moi je l'aurai pas avant jeudi parce que je suis allé encore ce matin à la poste d'Hérouville et on m'a dit bah non les recommandés vous pouvez pas les avoir avant jeudi prochain. Voilà. Bon. Donc je l'aurai jeudi, mais enfin on sait puisque certains ont reçu l'assignation, on sait le contenu de l'assignation. Donc on a reçu cette assignation, on l'a donnée à notre avocat qui est en train de travailler sur le mémoire en réponse qu'on va adresser au tribunal administratif. Bon, l'assignation, il n'y a rien de nouveau hein, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire en fait, ils ne mettent en cause nullement le scrutin de Blainville. D'ailleurs, ils ne pourraient pas le faire, puisque c'est eux qui ont organisé le vote et il n'y a aucune remarque. Donc, ils ne peuvent pas évoquer le scrutin de Blainville. Ils mettent en cause tout simplement le président de la République et le Premier ministre pour avoir organisé les élections. Voilà, leur recours, c'est ça. Hein. Et ils disent que le fait d'avoir organisé l'élection dans le contexte de la crise sanitaire met en cause la sincérité du scrutin. Voilà. Bon. Bon, donc nous, on va répondre, on travaille sur le sujet, mais rien de nouveau du point de vue de ce recours. Euh, euh, Peut-être nous qu'on aura besoin de récupérer des éléments complémentaires, mais bon, je dirais qu'on reste aussi serein qu'avant. Il y a pas, enfin, encore une fois, si le tribunal administratif devait casser l'élection de Blainville, il faut qu'il casse l'ensemble des 30 000 élections qui ont été organisées en France ce jour-là, hein, où il y a eu un conseil municipal d'élus dès le premier tour. Donc bon, voilà, nous on reste serein par rapport à ça. Aurons-nous un jour un marché digne de ce nom? Oui, oui, ben ça, tout le monde se dit ça. C'est un dossier qu'il faut qu'on investisse. Euh, on a des idées, effectivement, on en a parlé dans le cadre de la campagne, on a des idées autour de ça. Bon, faire venir des commerçants ambulants, si vous voulez, c'est pas toujours très simple non plus. Hein. Il faut qu'ils y trouvent aussi intérêt. Nous, on pense que, si vous voulez, si on doit développer le marché à Blainville, il faudrait que ça soit un marché qui soit sur la thématique circuit court, si vous voulez, qui permette de valoriser, notamment du point de vue des fruits, des légumes, enfin, etc., qui permettent de valoriser des productions locales et qui soient donc complémentaires, si vous voulez, au commerce qui existe aujourd'hui. Alors, ça peut être au-delà de ça, ça peut être aussi des productions locales d'objets. Euh, euh, voilà, hein, c'est pas lié aux fruits et aux légumes, mais si on doit, et on pense qu'on peut le faire, mais ça passe aussi par une volonté de réanimer, je dirais, le centre-ville, le cœur de bourg de Blainville, qui pour moi, je le dis, je le répète, est situé place de l'église et pas ailleurs, hein, et c'est pas Colbert qui est le cœur de bourg, c'est place de l'église. Mais ça veut dire repenser, si vous voulez, toute une dynamique autour de ça,
euh, ce qui veut dire, y compris, repenser comment la place aujourd'hui, elle est installée, hein, parce que aujourd'hui, la place, c'est un grand parking, hein, et donc, si on veut redynamiser, il faut peut-être aussi repenser de libérer cette place, ce qui veut dire trouver des places de parking ailleurs pour les gens qui habitent à côté, évidemment, hein. Mais il y a toute une réflexion à penser qui intègre cette question du marché, mais pas seulement. Euh, alors, pourrait-on demander aux restaurants scolaires de faire des repas solidaires pour les personnes isolées? Oui, ben, d'abord, je suis sûr que si on demandait à Ludo de réintégrer le restaurant de Joliot-Curie pour faire ce genre de choses, il viendrait en courant. Je pense que l'exemple de Colombelle, j'en ai parlé tout à l'heure, est un très bel exemple. Euh, c'est vrai qu'y compris les gamins qui sont les enfants de soignants, si vous voulez, qui sont dans la permanence qui est tenue à Joliot-Curie, là, bah, ils viennent avec leur repas, ils mangent du sandwich, etc. Donc, on, on pourrait aussi fournir des repas aux enfants. Enfin, je veux dire, on sent qu'il y a des besoins vis-à-vis de personnes âgées, vis-à-vis d'enfants, etc. On sait aussi qu'il va y avoir un problème, et d'ailleurs la CAF commence à en parler, il va y avoir un problème vis-à-vis des personnes qui sont les plus en difficulté financièrement, des besoins d'argent, des gens qui vont avoir du mal à se nourrir. Donc il y a des choses à imaginer dans ce domaine-là, et je pense qu'on pourrait effectivement, comme le font d'autres communes, imaginer des réponses à ces questions-là. En tout cas, il y a les équipements. Et puis il y a les volontaires pour le faire, hein. Je rappelle, nous les élus, là, on s'est proposé de mettre la main à la pâte dans des tas de domaines. Euh, Si on ne nous empêchait pas d'agir, on serait à la manœuvre tout de suite, hein. Donc, oui, oui, mais je pense qu'il y a des solutions, effectivement. Laurence Bunel me dit, donc il n'est pas question d'un nouveau vote. Ah non, écoutez, là, ça fait 3 fois quand même que le gouvernement et le Conseil d'État réaffirment que le vote du premier tour qui a permis d'élire les 30 000 conseils municipaux, il est acquis. Et donc, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. La seule question qui reste, question le vote, c'est la question des 5 000 communes, si vous voulez, dans lesquelles il y a un deuxième tour, puisque là, il n'y a pas eu de conseil municipal d'élu en tant que tel. Et c'est de ça que le gouvernement parle quand il évoque le report. Ils avaient prévu de faire ça au 21 juin, et ils parlent maintenant de reporter ça au mois d'octobre. C'est de ces 5 000 communes-là qu'il parle, mais le vote du premier tour, dans lequel les conseils municipaux ont été élus, il est acquis. Gardez-vous des écrits sur les actions suggérées et mises en place pour éviter que l'ancienne équipe les reprenne pour elle seule? Oui, moi je fais des courriers régulièrement. Alors ça, chez moi, c'est un principe, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je vous rappelle, j'étais directeur d'agence à Pôle emploi, hein. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude d'appuyer mes demandes d'écrit. Et donc, j'ai effectivement, dans toutes les demandes que j'ai faites à Daniel Françoise notamment, j'ai toujours appuyé ça d'un écrit. Et d'ailleurs, je peux prouver que actuellement, toutes les mesures quasiment qui sont mises en œuvre progressivement à Blainville sont des mesures que j'ai demandées par écrit bien avant qu'elles soient mises en œuvre. Et ça, j'en ai la preuve écrite. Maintenez-vous votre souhait de proposer des postes à responsabilité aux personnes de l'équipe de Monsieur Françoise compte tenu de ces nouvelles relations? Si vous voulez, ah bah oui, il faut que je prenne sur moi, là, comme, comme un certain nombre de mes colistiers, parce que, bon, ils font tout pour vraiment, je dirais qu'on les mette à l'écart, hein, franchement, hein. Moi, vis-à-vis de Daniel Françoise, très franchement, ma position commence à bouger un peu, parce que je pense que, je le dis franchement, pour moi, c'est pas un républicain. C'est honteux ce qu'il fait.
Et bon, moi, j'oublierai pas ce qu'il a fait. Je peux pas. Je pense que voilà, hein, il faudra que je prenne vraiment beaucoup sur moi par rapport à ce qu'il fait. Et si en plus ce que j'ai dit en début là se confirme concernant l'utilisation de sa situation pour éventuellement travailler son recours en justice, là, s'il fait vraiment ça, franchement, c'est inacceptable. Ça, j'oublierai jamais. Euh, Après, notre démarche à nous, c'est pas une démarche de personne, si vous voulez, hein. Euh, on part du principe, si vous voulez, et je le dis notamment vis-à-vis des autres, hein, des 6 autres élus. Nous, on part du principe, si vous voulez, que les Blainvillais, ils ont tranché, ils ont voté, ils nous ont élus, mais ils les ont élus eux aussi, hein. Même s'ils sont minoritaires, ils sont élus. Ils ont recueilli des voix, 19 voix de moins que nous, c'est vrai, mais ils ont recueilli des voix. Donc, ils doivent être associés à la vie communale, aux décisions, aux réflexions qu'on prend. Et ils ont, de ce point de vue-là, quoi qu'on dise, toute leur place dans le fonctionnement du conseil municipal demain. Et moi, je le redis, hein, je ne sais pas s'il y en a qui sont derrière, là, qui m'écoutent, mais moi, je les appelle vraiment à créer les conditions. Moi, personne ne m'appelle, mais moi, mon téléphone, il est à disposition, hein. Je suis prêt à discuter, à échanger avec, avec toutes les personnes qui sont de bonne volonté pour qu'on trouve le moyen de travailler ensemble. D'ailleurs, je peux vous dire qu'entre nous, au niveau des élus, on a commencé à réfléchir, y compris sur les places à proposer. Je vous rappelle, la vice-présidence de la commission des finances, et enfin, je ne vais pas les reciter toutes, mais on a commencé à réfléchir, y compris en se disant, mais un tel, ça serait bien parce qu'il y a des compétences. Enfin, je veux dire, enfin, l'essentiel d'ailleurs de ces gens-là, ils ont été élus, ils ont déjà une expérience. Donc, ils peuvent participer à l'intérêt général, à la mise en œuvre, voilà, du fonctionnement du conseil. Je pense par exemple, prenons l'exemple de M. Rigolan. M. Rigolan, il a quand même été en charge des finances pendant plusieurs années à Blainville. Et donc, M. Rigolan, ben, on a besoin aussi de ses compétences. On a besoin qu'il vienne nous donner un coup de main aux côtés de celui ou de celle qui sera en charge de la question des finances. Donc les bras sont grands ouverts, très clairement. Je pourrais prendre d'autres exemples comme ça. Mais ça ne dépend pas que de nous. Mais nous n'avons pas changé de position par rapport au fond. Ils sont élus, ils ont toute leur place et ils devront pouvoir travailler avec nous. Pourrons-nous, Jeanne Goron, pourrons-nous mettre en place des circuits courts pour relancer les jardins communaux de Blainville? Ouais, on y a déjà répondu à ça, et y compris on a pris des engagements par rapport à ça. Donc oui, la réponse est oui, je ne développerai pas plus, d'autant plus qu'on a des élus, mais aussi des soutiens qui sont complètement engagés, partie prenante aujourd'hui des jardins communaux de Blainville, hein. Bonsoir, Sonia Poirier-Marie. Bonsoir, un nouveau calendrier. Quand la mer est établie pour la collecte des poubelles. Les déchets verts ne sont plus collectés, mais pas pour tous. Avez-vous eu des retours sur ce sujet? Oui, oui, bah, alors on n'a pas énormément de retours. Bon, on a bien vu, hein, ce changement, bah oui, qui perturbe, mais en même temps, il faut reconnaître qu'on est dans une situation complètement exceptionnelle. Enfin, c'est du jamais vu pour nos générations. Donc, si vous voulez, on peut comprendre quand même qu'il y ait un nouveau calendrier à Caen-la-Mer qui soit établi pour la collecte des poubelles. C'est vrai que les déchets verts, c'est un problème parce que je sais qu'il y en a qui les ont dans leur poubelle depuis peut-être 3 semaines maintenant. Donc il y a souci. Mais oui, on sait qu'il y a cette évolution. Bon, voilà. Euh, je sais qu'il y a eu un problème par contre, parce que j'ai été alerté là-dessus, vis-à-vis d'une demande qui a été faite par Daniel Françoise de faire rentrer les bennes collectives, si vous voulez,
dans les locaux des immeubles et pas de les laisser sur les trottoirs. Sur le fond, moi, j'ai pas d'observation. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'elle devrait être dans les locaux. Le problème, c'est que les gens qui sont chargés de faire ça n'ont pas les équipements. C'est CDC Habitat qui devrait leur fournir les équipements. Ils n'ont pas de gants, voilà. Donc, ils devraient être équipés comme ceux qui font la collecte, si vous voulez, ce qu'on appelle les éboueurs. Donc ils n'ont pas tous les équipements, donc c'est ça qui n'est pas normal. Il faut que CDC Habitat fasse le nécessaire pour leur donner les équipements. Sinon, moi je leur ai dit, hein, aux personnels concernés qui m'ont concerné, vous faites jouer votre droit de retrait, hein. C'est la loi. L'employeur, il est tenu d'assurer la sécurité des personnes qui l'emploient. Donc s'il ne le fait pas, bah, droit de retrait. J'en profite pour vous dire, puisque vous me parlez de Camp-la-Mer, je vous donne une information. J'ai été appelé cette semaine par Joël Bruno, le maire de Caen, qui cherchait à me joindre. Il cherchait à me. Et donc on a passé un quart d'heure au téléphone tous les deux. C'était une première prise de contact. Bon, lui, il se pose pas de questions sur le fait de savoir qui est le nouveau maire à Blainville, hein. Il m'a appelé en tant que maire pour lui, c'est clair, hein. Et bon, évidemment, il fait le tour, j'allais dire des popotes, parce qu'il va être candidat à sa succession. Il est président de Camp-la-Mer, donc évidemment, bon, il a pris contact avec l'ensemble des nouveaux élus. Et bon, on ne se connaît pas personnellement, si vous voulez, même si on a des points communs de sportifs notamment, mais pas politiques, hein, parce qu'il sait que je suis de gauche et lui, voilà, hein, il est plutôt de droite, on va dire, hein. Bon, mais on a eu un contact sympa, ça a été sympa, on a échangé un peu. Évidemment, il est tracassé par le fait que tant que les 5000 communes qui manquent, alors il y en a deux sur Camp-la-Mer, hein, qui doivent avoir un deuxième tour, je crois que c'est Démouville et If. Tant que ces deux communes-là n'ont pas leur conseil municipal et que le deuxième tour n'a pas eu lieu, ben évidemment, il ne peut pas installer Camp-la-Mer. Et donc c'est un problème, si vous voulez. Mais ceci étant dit, on a eu un bon échange. Moi, j'en ai profité pour lui dire ce qu'étaient mes attentes par rapport à Camp-la-Mer pour Blainville, ce qu'était la situation de Blainville. Je garde pour moi ce qu'il m'a dit de certains éléments qu'il connaît, que je pense Daniel Françoise aurait peut-être pour trop aimé entendre. Mais ceci étant dit, non, ça a été un entretien sympa. Et puis dès qu'on pourra, on se verra. Mais là, encore une fois, il faut respecter les consignes. En termes de logement, est-ce que les choses vont changer? Peut-être il faudrait préciser votre question. S'il s'agit des conditions d'attribution des logements, je pense que c'est peut-être ça, mais si c'est autre chose, vous le précisez. Euh, Concernant l'attribution des logements, ce qui est certain, c'est que d'abord, moi, j'aurai à la manœuvre en tant qu'adjointe une vraie professionnelle de ces questions-là, hein, puisque c'est son boulot, hein, donc, qui connaît par cœur les procédures d'attribution de logement. Et je peux vous dire que les procédures d'attribution de logement, elles seront respectées. Voilà. Je ne suis pas sûr que c'est toujours été le cas jusqu'à présent, mais en tout cas, ça sera le cas. Euh, voilà, si c'est la question, ce que je peux répondre sur ces questions-là. Quel est votre regard sur la zone en construction près de Leclerc? Oui, donc vous parlez de Terre d'Avenir. Bah, vous savez, Terre d'Avenir, 850 logements, 2000 habitants, c'est disproportionné, hein, par rapport à Blainville, il faut quand même se le dire, hein. Moi, ce que je pense, c'est que Daniel Françoise, il a fait ça parce qu'il avait besoin de faire rentrer de l'argent compte tenu de l'endettement de la commune. C'est ça la réalité, hein. Donc, si vous voulez, c'est pas le souci de répondre à l'attente de qui que ce soit. C'est d'abord la volonté de faire rentrer de l'argent via la taxe d'habitation et la taxe foncière, le foncier bâti, dont on a dit que le taux était un des plus forts de France. Parce que je ne sais pas si les gens le savent, ça, mais quand ils vont construire là, sur le foncier bâti, ils vont pas être déçus de l'ardoise quand même, hein. Bon, donc c'est disproportionné. Ça va poser plein de problèmes en termes de circulation, d'aménagement des circuits de bus, enfin, etc.
d'environnement, de questions d'environnement. Ce que je sais, c'est que, excusez-moi, ce que je sais, c'est que il y a un comité de pilotage qui existe concernant le pilotage justement de cette opération, de cette lourde opération qui va durer sur plusieurs années, hein, je le rappelle. Dans ce comité de pilotage, il y a les représentants de la mairie de Blainville sont bien présents. D'ailleurs, Daniel Françoise y siège actuellement. Et demain, ça sera Lionel Marie qui sera à la place de Daniel Françoise. Ça, c'est une info que je vous donne. Le comité de pilotage, il est également, il est fait avec Fonsim en fait, Fonsim qui a la charge de gérer, si vous voulez, cette opération, hein, qui Blainville a confié la gestion de cette opération. Je sais que le comité de pilotage, il peut réorienter, il se réunit. Normalement, il devait se réunir le 31 mars là. Je n'ai pas d'informations pour savoir si ce comité de pilotage a eu lieu ou s'il a été reporté. Daniel Françoise de Marie indique ça. En tout état de cause, il y a un comité de pilotage qui se réunit, donc on y siégera. On verra effectivement si on peut apporter des corrections à cette affaire, parce que, en tout cas, en matière de circulation, il y aura des corrections à apporter, c'est évident, hein. Donc, oui, on suit ça et on espère pouvoir influer un peu, en tout cas, sur l'évolution de cette opération. Kevin Dadou Pops me pose la question. On parlait de changement à l'USMB, mais à quel changement faisons-nous référence? Alors, je ne sais pas qui a parlé de changement, pas moi en tout cas, hein. Moi, encore une fois, ce que j'ai dit par rapport à l'USMB, c'est que je savais qu'il y avait des problèmes, qu'on est en train de faire un inventaire des problèmes qui se posent pour essayer de voir comment on peut d'abord en avoir toute la mesure. Non, moi ce que j'ai dit par rapport à l'USMB encore la semaine dernière, je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo qui est sur YouTube, hein, c'est que nous, on n'a pas l'intention de décider à la place des sportifs de l'USMB de ce que doit devenir l'USMB. Nous, en tant qu'élus municipaux, on a l'intention d'accompagner, donc de s'informer effectivement, de faire le maximum pour donner les moyens nécessaires pour développer le sport à Blainville, y compris vis-à-vis de ceux qui sont le plus en difficulté financière. Ça pose les questions du prix des licences, etc., du coût des stages, enfin, etc. Mais en aucune manière, on a l'intention de prendre la main sur l'USMB ou de décider à la place des sportifs de l'USMB. Hein. Démocratie participative, hein, c'est le cœur de notre démarche. Et démocratie participative, ça veut dire c'est implication complète des citoyens dans toute la chaîne de décision, et pour ce qui concerne le monde associatif, respect des principes du monde associatif et du fonctionnement de l'association, à savoir c'est les adhérents qui décident de l'avenir et de l'évolution de leur association. Bon, à quand, François Panier me pose la question, à quand une grande salle des fêtes, ce qu'il manque à Blainville. Donc oui, bon, peut-être que vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais on l'a déjà évoqué. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question. Nous, l'objectif qu'on a, c'est, dans le cadre du mandat, de pouvoir apporter une réponse concrète à cette demande qui est une des demandes les plus fortes qui s'est exprimée dans la campagne par les habitants de Blainville. Sabrina Ronde ou Rondet, je sais pas. Ah oui, un droit de retrait. Et qui va désinfecter les parties communes? Qui va prendre soin des bâtiments pendant cette crise? CDC Habitat doit effectivement fournir des équipements, mais il ne peut pas pondre des équipements du jour au lendemain quand monsieur l'ancien maire prend la décision de tout rentrer du jour au lendemain. C'est pas simple. Vous êtes d'accord, monsieur Lionel? Dans ce cas, je vous propose de passer une journée à travailler au milieu de tout cela en pleine crise. C'est super dur et fatigant. Les bacs rentrés, c'est beaucoup plus dangereux pour le personnel de proximité. Cela crée aussi plus de points de contact avec la maladie. Bon,
Écoutez, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Pour moi, l'employeur, enfin, pour moi, c'est la loi, je m'excuse, c'est pas pour moi. La loi, elle dit clairement que l'employeur, il est responsable de la sécurité de ses salariés. Et donc, moi, quand on me dit qu'on demande à des salariés de faire un travail sans les protections nécessaires, je leur dis, euh, protégez-vous. Votre santé, c'est essentiel. Et donc, si vous n'avez pas les équipements, eh bien, droit de retrait. Voilà. Et je le redis. Alors, sur la question de savoir, enfin, la difficulté de la tâche, bah, évidemment, enfin, moi, j'ai jamais fait, donc ça me gênerait pas de le faire. Soit dit en passant, de passer une journée avec vous, ça me ferait bien plaisir. Et vous verrez que ça ne me dérangera pas de mettre la main à la tâche, il n'y a pas de problème. Mais je me doute que c'est compliqué comme travail. Et je me doute que c'est compliqué pour l'employeur, peut-être dans la période de crise actuelle, de récupérer les équipements. Mais j'ai envie de dire, c'est pas d'aujourd'hui quand même que ces bennes doivent être entrées dans les locaux. Et ça, enfin, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour avoir ce travail à faire. Donc les équipements, ils devraient déjà et depuis longtemps être à disposition des salariés concernés. C'est ça qui m'étonne. Après, oui, bah, peut-être qu'il y a un problème. Il y a un problème pour l'employeur, mais il faut que l'employeur se dépêche. J'ai bien compris ça quand on m'a appelé, que c'est Daniel Françoise, comme une lubie, hein, qui s'est pris l'idée du jour au lendemain d'aller dire vous allez me rentrer ça dans les locaux. Bon, ça aussi, il aurait peut-être dû s'intéresser effectivement de savoir si les équipements étaient présents. Mais ceci étant dit, sur le fond, je redis que la santé, c'est la priorité et que les employeurs, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Quel avenir pour le foot en général? Alors non, il y en a une autre au-dessus. Même pas un boucher à Blainville, mais une foison de coiffeurs et un tatoueur. C'est ridicule. Ça manque de commerce et de vie, même pas de marché. Oui, bah ça c'est la question des petits commerces. Moi, je l'ai vu avec le temps se dégrader, hein. Les bouchers à Blainville, il y en avait, même à une époque, il y en avait plusieurs. Euh, c'est vrai que la vie commerciale à Blainville a été beaucoup plus dynamique il y a quelques dizaines d'années que maintenant, au niveau du petit commerce, j'entends, hein. Et j'ai souvent parlé de la rue du Général de Gaulle, qui est la rue où j'habitais quand j'étais gamin, hein, qui a complètement changé et qui aujourd'hui est d'une tristesse pas possible, alors que c'était la vie de Blainville dans le temps, hein, l'avenue du Général de Gaulle. Donc si vous voulez, ou la rue du Général de Gaulle. Mais oui, il faut trouver le moyen de faire revenir des petits commerçants. C'est pas simple parce que, bon, vous savez qu'en même temps, la priorité a été donnée par l'équipe sortante du grand commerce quand même, hein. Aujourd'hui, Leclerc existe. Vous savez, je l'ai eu, monsieur Gauthier, au téléphone cette semaine. Je l'ai appelé pour faire un point de sa situation. Euh, euh, je l'avais rencontré pendant la campagne et on avait eu un bon contact. C'est un gars sympa, monsieur Gauthier, hein. Et donc, je l'avais rappelé pour lui demander comment ça allait, s'il avait. Et je savais qu'il y avait aussi un problème de masque. Les caissières à Leclerc n'ont pas de masque. Et donc je sais qu'il y avait des réclamations de clients, voilà. Et donc j'en ai profité pour lui demander où il en était. Ben, il m'a dit qu'il les avait toujours pas reçus, il les a commandés, mais le problème c'est que c'est bon, enfin le problème. Compte tenu du manque de masques, si vous voulez, la priorité est donnée aux soignants, c'est la moindre des choses. Donc il les a pas. Il a fait installer des protections euh, sur les meubles des caissières, si vous voulez. Mais pour l'instant, les masques, il les a pas. Mais Leclerc, si vous voulez, bon, bah, lui, il me disait, là, tout de suite, il explose tous les compteurs, hein. D'ailleurs, c'est marrant, soit dit en passant, je vous le dis comme ça, on nous explique que les gens ne pouvaient pas aller voter le 16 parce qu'ils avaient peur du coronavirus, et donc c'est là-dessus. Ben, j'ai demandé à monsieur Gauthier ce qu'il en était, lui, de son commerce, et il m'a expliqué que, entre autres, le lundi qui a suivi l'élection, donc le lundi 16,
Il avait eu énormément de clients et que manifestement les clients là avaient pas peur pour aller faire les courses à Leclerc, alors que Daniel Françoise et Lionel Pouillas nous expliquent qu'ils ont eu peur d'aller voter la veille, quoi. Bon, on a peur pour voter, mais on n'a pas peur pour aller faire les courses. Bon, qu'on m'explique. Euh, Question, quel avenir pour le foot en général pour la ville de Blainville? Exemple, si les seniors venaient à monter en région, la mairie suivra-t-elle? Bah, la mairie, elle accompagne le sport en général dans son évolution. Donc évidemment, il appartiendra d'abord à l'USMB, hein, encore une fois, de créer les conditions, d'accompagner ces sections sportives qui obtiennent des résultats et qui montent, comme on dit, hein, dans le monde sportif. Euh, Après, ben, Blainville, la mairie de Blainville, elle fera euh, comme elle le peut avec les moyens financiers qui sont les siens. Elle fera évidemment des choix, mais évidemment que l'idée, c'est de créer les conditions, de permettre l'épanouissement, l'évolution des sportifs et que elle ne sera pas sans regarder que quand une équipe monte, il faut l'accompagner, évidemment. Georges Benhamed me demande, peux-tu revenir sur des décisions prises par l'ancienne municipalité? Oui, je crois, Georges, parce que tu m'avais fait un message dans la semaine, que ça concerne plus précisément la question des permis de construire, si j'ai bien compris. Bon, revenir sur des décisions prises par l'ancienne municipalité. Bon, ça dépend des sujets. Il faut regarder chacun des dossiers. Il y a des choses qui sont définitives. J'ai parlé de Terre d'avenir. Il y a des choses qui peuvent bouger par rapport à Terre d'avenir. Il y a des choses qu'on va faire bouger, c'est évident. Dans différents domaines, il y a des choses qu'on pourra faire bouger et dans d'autres, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Bon, voilà. Concernant les permis de construire, en tout cas, pour être plus précis sur la question, bon, effectivement, c'est toujours, hein, je rappelle, la commune qui a la compétence pour réaliser les demandes de permis de construire et les valider, si vous voulez. Euh, euh, S'il y avait des permis de construire, enfin la loi elle est claire. S'il y a un permis de construire qui pose problème à quelqu'un, il y a trois opérations à faire, enfin même peut-être quatre. La première, ben, c'est d'abord de faire une contestation auprès de la mairie qui a attribué le permis de construire, puisque la mairie doit répondre de cette contestation. La deuxième, si la mairie valide le permis de construire en rejetant les éléments qui mettent en cause, d'après le demandeur, le permis de construire, eh bien là, la procédure, c'est de saisir soit le tribunal administratif, soit un référé sur certains domaines. Donc, si vous voulez, en tant que maire ou conseiller municipal, sauf si j'avais à être informé d'un problème qui s'est posé concernant la délivrance d'un permis de construire, auquel cas, bon, bah, moi, j'étudierai la demande, évidemment, et je répondrai. Mais pour le reste, il appartient d'abord à la personne qui conteste le bien fondé d'une autorisation ou d'un permis de construire accordé, de la contester par les voies de recours qui existent. Alors Loïc BZ, bonsoir. À propos du futur quartier Terre d'Avenir, nous rencontrons un problème de circulation à vitesse excessive dans la rue des chantiers navals. Malgré plusieurs courriers adressés à M. Françoise, rien n'a été fait, car il a prévu d'y faire passer les bus, alors qu'au début, la desserte de bus devrait passer exclusivement par Terre d'Avenir et non dans notre rue. Alors, sur les bus, je rappelle qu'on est intervenu sur ce sujet-là auprès de Rodolphe Thomas, qui était en charge de ces questions des bus, et qu'il a prévu une nouvelle consultation des habitants
dans le deuxième semestre de cette année. Donc sur les bus, rien n'est fait, tout est à travailler. Sur la question de la circulation liée à Terre d'Avenir, bon, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, nous on a des idées pour modifier le plan de circulation et entre autres, pourquoi pas d'ouvrir une voie qui passerait entre Terre d'Avenir et puis les derniers logements actuels, hein, ceux qui sont les plus proches de Terre d'Avenir. Bon, il faut qu'on travaille tout ça, mais effectivement, on a bien vu qu'il y avait un problème concernant la rue des Chantiers Navals et on travaille dessus. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu au début là, de l'opération. Est-ce que la destruction des maisons rue Georges Brassens est toujours d'actualité? Oui, pour l'instant, donc ça c'est Inolia, hein, donc pour l'instant, le projet est toujours en cours. Ce que nous a dit Daniel Françoise la première semaine quand on l'a rencontré, c'est qu'il y avait eu des réactions des riverains concernant ce programme et que un certain nombre de modifications avaient été apportées concernant ce programme-là. Bon, mais le projet de destruction de, je sais plus, je crois, c'est 60 logements pour la construction de 127 logements ou quelque chose, ou 129 logements. Ce projet-là, il est toujours en cours, avec sans doute beaucoup de retards qui seront pris, puisque d'abord, il y a une modification du programme, et puis Inolia connaît pas mal de difficultés, d'après ce que j'ai compris, suite à la fusion là, qui a eu lieu. Et puis de toute manière, les habitants des logements qui sont appelés à être détruits n'ont toujours pas de solution de relogement pour l'essentiel et pour beaucoup sur Blainville, parce qu'il y a beaucoup qui demandent évidemment à être relogés sur Blainville, dans le cadre évidemment d'un petit pavillon avec un bout de terrain comme ils ont actuellement. Et ça, comme ça n'a pas été prévu avant, si vous voulez, on détruit mais on n'a pas prévu les solutions de remplacement avant, bah, évidemment il y a problème, quoi. Donc j'ai envie de dire, on n'est pas sorti de ce dossier-là, mais bon, je rappelle que les habitants, ils ont une garantie, hein, les habitants, c'est que tant qu'ils n'ont pas une proposition qui leur va de relogement, ils ne peuvent pas être délogés de chez eux, hein, donc voilà. Thomas Mauduit me demande, continuerez-vous le Facebook Live après le confinement? Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas combien on est là en ce moment. J'ai l'impression que c'est à peu près du même niveau que la semaine dernière. Ce que je remarque, si vous voulez, c'est que ça marche bien, quoi, effectivement, hein, et enfin, ceux qui questionnent sont en général très contents de la manière dont on communique. On est en direct, hein, moi j'ai rien préparé, vous voyez, je parle avec tout ce que j'ai dans la tête et voilà, donc c'est vraiment du live, comme on dit, hein. Moi je trouve cette formule très 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 dynamique, très très intéressante. Ça permet de vous informer, ça permet de répondre à vos questions. J'ai l'intention, oui, de continuer ça tous les lundis pendant le confinement. Et après, il faudra qu'on trouve peut-être d'autres formules, mais pourquoi pas continuer celle-là. Vous savez, on m'a fait une proposition cette semaine, que j'ai trouvé très intéressant. On m'a dit, mais ce que vous faites là, et pourquoi vous ne le feriez pas pendant le conseil municipal? Et ouais, c'est pas bête ça comme idée, hein. Je sais pas si inventant celle qui a proposé ça, mais c'est pas bête. Pourquoi ne pas équiper la salle du conseil municipal pour faire en sorte finalement que le conseil municipal il se déroule en live? Ça vous permettrait d'entendre tout ce qui se dit, de voir ce qui s'y fait, et puis d'être en prise directe avec vos élus
Moi, je pense que c'est pas mal. On a pas mal de... Voilà, faut faire preuve d'imagination. Mais c'est vrai que moi, bon, qui suis quand même pour la génération des plus jeunes, hein, je découvre tous ces outils-là. Les jeunes qui sont autour de moi me font aller là-dessus. Mais franchement, je trouve ça formidable, quoi. Hein. Et donc, ouais, je pense qu'il faut qu'on trouve les formes pour. Alors, il faut que je vérifie aussi le droit, hein, par rapport au conseil municipal. Mais normalement, le conseil municipal, il se fait en présence de la population. Les portes doivent être ouvertes. Enfin, je veux dire, la loi prévoit que ça se fait en direct avec le public. Donc, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas équiper la salle et faire en sorte que vous puissiez suivre en live le conseil municipal. Est-ce qu'on... Ça fait 1h05, hein, ça paraît pas, ça passe... ouais, voilà, il y a eu un pic à presque 85 personnes, donc ça veut dire que on a sans doute dépassé les 100 personnes qui ont participé encore à cette opération. Euh, Est-ce qu'on prend encore une question ou deux, et puis on s'arrête? Euh, Qu'est-ce que moi j'avais d'autre comme info? Ah si, je vous ai pas dit, euh, je vous avais peut-être dit, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, j'avais, par rapport à l'attitude, au comportement de Daniel Françoise, j'ai saisi le préfet quand même. Donc je lui avais demandé d'intervenir. J'ai eu une discussion suite à cette saisine avec le secrétaire général de la préfecture, Monsieur Venin, qui m'a d'abord indiqué que il trouvait que ma demande d'être associé était tout à fait légitime. Il m'a rappelé en même temps quand même que en droit, euh, la préfecture ne pouvait pas imposer à Monsieur Françoise de m'associer parce que le texte en droit prévoit simplement l'information des nouveaux élus. Voilà. Donc il m'a prévenu d'emblée que si Daniel Françoise voulait continuer à faire sa mauvaise tête, il ne pourrait pas l'obliger à m'associer. Et il m'a indiqué donc qu'il interviendrait auprès de Daniel Françoise. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas d'information de retour de l'intervention de la préfecture. Pour tout vous dire, j'ai fait un mail à Monsieur Venin aujourd'hui pour lui demander qu'est-ce que je pourrais répondre aux gens si on me posait la question dans le cadre de cette Facebook Live. Bah, j'ai pas de réponse pour l'instant. Alors peut-être que la semaine prochaine, je pourrais vous en dire plus. Allez, dernière des dernières, Laurence Massé, que prévoyez-vous pour la circulation des vélos en sécurité, difficile en particulier dans les quartiers les plus anciens? Merci. Oui, ben là, il y a tout un... Alors, vous savez, ça, c'est vraiment une compétence qu'en la mer. J'en ai parlé avec Joël Bruno de ces questions-là, de ce qu'on appelle les modes doux, hein, les équipements doux de déplacement. Il y a beaucoup à faire à Blainville, parce que moi aussi j'ai un vélo, hein, et c'est un vélo électrique, parce que bon, 65 ans, mais j'ai un vélo, et je vois bien que passer dans certains quartiers où, bah, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, on parlait de la rue Georges Brassens, passer en vélo dans ces quartiers-là, c'est pas sécurisé. Mais il y a beaucoup d'endroits dans Blainville où circuler en vélo, c'est compliqué. Je pense aussi à la rue qui rejoint le parc de Blainville-Bénouville, qui est là très dangereuse pour les vélos et les piétons. Donc là, bah, il faut, avec Quand la mer, il faut, je dirais, continuer, parce qu'il y a quand même eu des choses de fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais continuer le plan d'aménagement, si vous voulez, de circulation des vélos pour sécuriser tout ça. Et ça fait partie des sujets sur lesquels je serai très actif au niveau de Quand la mer. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Euh, oui, je pense que là, on reparle de l'USMB, on en a parlé. On pourra peut-être y revenir. Ouais, bah, les footeux qui reviennent là sur l'hiver. Alors, j'entends bien, hein, moi, je suis aussi un footeux. Il faudrait
Il faudrait un synthé à Blainville, c'est ça que vous me demandez, sans me le dire dans la question. Bah ouais, un synthé c'est super, et mais un synthé ça coûte cher. Alors ce qui est bien par contre d'un synthé, c'est qu'une fois que vous l'avez installé, vous n'avez plus besoin de tondre la pelouse. Et en matière, si vous voulez, de travail, si vous voulez, d'entretien, bah, ça facilite la tâche évidemment. Mais bon, voilà, ça fait partie des questions qu'il faut travailler, qu'il faut étudier. Je sais que la Ligue de football, elle aide aussi hein, financièrement, comme d'autres ligues, elles, aident sur les équipements sportifs. Je sais que par exemple pour les tennis, c'est pareil. La Ligue, elle donne un coup de main financier pour l'installation de tennis. Bon, voilà, c'est des dossiers qu'il faut travailler. Moi, les synthés, là, attention quand même, c'est par rapport aux blessures, hein, parce que moi, par expérience, je sais, j'ai arbitré sur des synthés. J'ai vu pas mal de joueurs aussi s'esquinter les muscles sur des synthés, même si aujourd'hui ils ont bien évolué les synthés. Mais bon, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas exclure, quoi. Au contraire, hein, après, c'est des dossiers à monter, c'est des financements à trouver. Voilà. Mais pourquoi pas? Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. J'espère avoir répondu le mieux possible à vos questions. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, 18h, comme dirait l'autre, même jour, même chaîne. N'hésitez pas à faire savoir autour de vous l'existence de ces moyens de communiquer, parce que bah, plus les gens sont nombreux, plus ils sont informés. Et puis je me permets de réinsister sur l'idée que si des gens ont été contactés là, par Daniel Françoise euh, au travers de l'opération de phoning et qu'ils ont été interrogés sur les questions des élections, je souhaite vraiment qu'ils se manifestent auprès de moi parce que je veux creuser un peu cette question-là qui me pose problème, quoi. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à lundi prochain. Au revoir.